Introduction. L'énigme de l'argent et les leçons cachées. Vous connaissez probablement Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. À la fin des années 90, il était invincible. Il a gagné plus de 400 millions de dollars au cours de sa carrière. Et qu'en a-t-il fait? Il a acheté des manoirs, des tigres exotiques, une flotte de voitures de luxe et une baignoire à 2 millions de dollars. Oui, une baignoire. Mais en 2003, il était en faillite, pas seulement ruiné. 23 millions de dollars de dettes. Comment est-ce possible? Et surtout, pourquoi certaines personnes gagnant 50 000 dollars prennent-elles leur retraite avec plus d'argent que celles qui gagnent 6 chiffres? Aujourd'hui, je vais partager 5 des idées les plus marquantes tirées d'un livre que j'ai lu récemment, La psychologie de l'argent, de Morgan Housel. Commençons. Leçon numéro 1. Le facteur invisible, chance, risque et succès. Premièrement, vous n'avez pas le contrôle total. Bon, soyons réalistes. Vous n'avez pas le contrôle total de votre réussite. Nous aimons croire qu'en travaillant dur, en faisant les bons choix et en nous donnant à fond chaque jour, le succès est garanti. Mais en réalité, la chance et le risque jouent un rôle bien plus important qu'on ne veut l'admettre. Au lycée, Bill Gates avait un meilleur ami nommé Kent Evans. Ils étaient tous deux incroyablement intelligents, passionnés d'informatique et rêvèrent de bâtir ensemble un empire technologique. Mais avant même d'obtenir leur diplôme, Kent est décédé tragiquement dans un accident d'alpinisme. Et c'est ainsi que son histoire s'est terminée. Pendant ce temps, Bill Gates est devenu, Bill Gates. Il a également fréquenté l'un des rares lycées du pays à être équipé d'un ordinateur dans les années 1960, une époque où les ordinateurs étaient rares. Ce coup de chance lui a donné une longueur d'avance que la plupart des gens n'ont jamais eue. A-t-il travaillé dur? Absolument. Était-il un génie? Sans aucun doute. Mais sa vie aurait-elle été la même s'il était né dans une autre ville, à une autre époque? Probablement pas. Voilà le problème. Nous observons les gens qui réussissent et nous nous disons « ils ont fait X, Y et Z, donc si je fais la même chose, je réussirai aussi ». Mais nous ignorons les facteurs invisibles, les coups de chance, les bonnes relations, le timing. Même chose avec l'échec. Prenez Jesse Livermore, l'un des plus grands traders boursiers de tous les temps. Il a gagné des millions, tout perdu, s'est rétabli, puis a tout perdu une dernière fois. La Grande Dépression l'a complètement anéanti. Il est passé du statut de l'un des traders les plus riches de l'histoire à celui de démuni. Quelle leçon en tirer? Le succès n'est jamais une question de compétence à 100%. L'échec n'est jamais une pure bêtise. Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner et laisser le destin décider de son avenir. Non. L'important est de comprendre que la chance et le risque existent, et qu'ils nous affectent tous de manière imprévisible. En fin de compte, on ne peut pas contrôler la chance, ni éviter complètement le risque. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire des choix judicieux. Mettez-vous dans la meilleure position possible et soyez prêt à toute éventualité. Leçon numéro 2. L'art de conserver. Devenir riche versus rester riche. Nous adorons les histoires de ceux qui ont réussi. L'entrepreneur de génie qui a transformé une start-up dans un garage en une entreprise d'1 milliard de dollars. Le trader en bourse qui a misé gros et s'est fait fortune du jour au lendemain. L'influenceur qui a soudainement explosé et s'est mis à gagner une fortune. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Beaucoup de ces gens perdent tout aussi vite, parce que devenir riche et le rester sont deux compétences complètement différentes. Pensez-y, combien de fois avez-vous entendu parler de célébrités, d'athlètes ou de magnates des affaires passant de riches à ruinés? Mike Tyson a tout perdu en 2003. Nicolas Cage a brûlé 150 millions de dollars. Même des investisseurs professionnels ont fait faillite après avoir fait fortune. Pourquoi? Parce que s'enrichir implique des risques. Rester riche nécessite d'éviter les risques. Permettez-moi de vous expliquer. Pour bâtir votre patrimoine, il faut prendre des risques. Vous créez une entreprise, investissez dans de nouvelles opportunités, négociez des salaires plus élevés, franchissez des étapes audacieuses que d'autres ont trop peur de franchir. Vous avez besoin d'optimisme. Pensez aux jeunes entrepreneurs. Jeff Bezos a quitté son emploi à Wall Street pour vendre des livres en ligne. Elon Musk a investi son argent PayPal dans Tesla et a failli faire faillite. Pour toute grande réussite, il a fallu à un moment donné miser gros. C'est ce qui vous fait entrer dans le jeu. Mais c'est là que les gens se trompent. Une fois qu'ils ont gagné de l'argent, ils continuent à jouer le même jeu agressif. Ils prennent sans cesse des risques inconsidérés. Ils s'endettent excessivement. Ils supposent que l'argent affluera indéfiniment. Et puis, tout s'effondre. Car rester riche, c'est l'inverse.
humilité, patience et savoir arrêter de jouer. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, en est un parfait exemple. Il a créé FTX, qui est devenue l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies en quelques années seulement. À un moment donné, sa fortune valait 26 milliards de dollars. Mais qu'a-t-il fait? Il est devenu cupide. Il a pris des risques inconsidérés, s'est endetté à outrance et, en 2022, a fait faillite et a été arrêté. Tout a disparu. Comparez cela à quelqu'un comme Warren Buffett. Buffett vaut plus de 100 milliards de dollars. Mais il ne prend jamais de risques insensés. Il déteste perdre de l'argent plus qu'en gagner. Sa stratégie est de survivre assez longtemps, et la richesse s'accumulera d'elle-même. Il ne court pas après le buzz. Il n'est pas nécessaire de rester sur la défensive toute sa vie, mais il faut protéger son patrimoine suffisamment longtemps pour le faire fructifier. Car l'objectif n'est pas seulement de gagner de l'argent une fois. L'objectif est de ne plus jamais s'en soucier, et la seule façon d'y parvenir est de s'inscrire dans la durée. Il y a une raison pour laquelle la plupart des gagnants à la loterie font faillite. Ils pensent avoir réussi. Alors, ils dépensent à tout va, investissent dans des entreprises au hasard et font confiance aux mauvaises personnes. Ils ne réalisent pas que garder son argent nécessite un état d'esprit complètement différent. Leçon numéro 3, l'épargne, la véritable monnaie de la liberté. Bon, parlons d'épargne. Je sais, je viens de perdre la moitié d'entre vous. Oh super, voilà le discours ennuyeux sur l'arrêt des achats de café Starbucks. Mais croyez-moi, ce n'est pas ça. Voyez-vous, la plupart des gens pensent qu'économiser de l'argent est une dépense différée. Par exemple, j'économiserai pour m'acheter une plus belle voiture plus tard. Ou pour me faire des vacances de rêve. Et bien sûr, c'est très bien. Mais la vraie richesse ne consiste pas à acheter plus de choses. Il s'agit d'acheter la liberté. Laissez-moi vous poser une question. Qu'y a-t-il de plus précieux que l'argent? La réponse: avoir des options, maîtriser son temps et savoir dire non quand on le souhaite. Je connais un gars qui s'est retrouvé coincé dans un boulot épouvantable. Un environnement de travail toxique, des horaires de folie, un patron d'enfer. Mais il ne pouvait pas partir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune économie. Il vivait au jour le jour, coincé dans un cercle vicieux où abandonner n'était pas envisageable. Comparez maintenant cela à un autre ami qui a épargné sans compter pendant quelques années. Quand son travail a commencé à le vider, devinez quoi? Il est parti. Sans stress. Pas de panique. Je m'en vais. Il y a un terme pour ça. Le fonds-feu. En gros, c'est une pile d'argent qui vous permet de vous sortir de situations difficiles. Votre travail est nul, vous n'êtes pas obligé de rester. Votre propriétaire augmente votre loyer, vous avez des options. Relation toxique. Vous pouvez partir sans vous soucier du loyer, et pas besoin d'être millionnaire pour ça. Même avec 6 mois d'économie, vous pouvez vous retrouver dans une situation complètement différente. La plupart des gens qui disent ne pas pouvoir épargner le peuvent en réalité. C'est juste qu'épargner n'est pas passionnant. Dépenser, c'est amusant. Vous achetez une nouvelle voiture, les gens le remarquent. Vous la publiez sur Instagram, tout le monde vous vante. Mais épargner, personne ne le voit. Personne ne vous applaudit parce que vous avez discrètement transféré 500 $ dans votre fonds d'urgence. La plupart des gens pensent que devenir riche signifie acheter des choses chères. Mais en réalité, les plus riches du monde se concentrent sur le rachat de leur temps. Car la meilleure chose que l'argent puisse acheter, c'est de ne pas en avoir besoin davantage. Leçon numéro 4. La richesse est invisible, ce que vous ne voyez pas. Numéro 4. La richesse, c'est ce qu'on ne voit pas. En 2014, il y avait un concierge nommé Ronald Reid. Un type ordinaire. Il a travaillé dans une station-service, puis comme concierge. Il conduisait une vieille voiture cabossée. Il portait les mêmes vêtements tous les jours. Rien de tape à l'œil. On pensait probablement qu'il s'en sortait à peine. Puis, un jour, il est mort à 92 ans, laissant derrière lui 8 millions de $. Tout le monde a perdu la tête. Où ce type a-t-il trouvé 8 millions de $? Il s'avère que, pendant que d'autres se pavanaient, Ronald Reid s'enrichissait discrètement. Personne ne voyait sa fortune, parce qu'elle était invisible. La richesse, c'est l'argent que vous ne dépensez pas. C'est la liberté que vous construisez, les investissements qui croissent tranquillement en arrière-plan, la tranquillité d'esprit que procure la certitude d'être financièrement stable, même si personne d'autre ne le voit. Pensez-y. Quand quelqu'un débarque dans une Ferrari flambant neuve, qu'est-ce qu'on imagine?
Mince, ce type doit être riche. Mais on ne le sait pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a dépensé 300 000 $ pour une voiture. Ce qu'on ne voit pas, c'est combien il lui reste réellement. Il pourrait bien être criblé de dettes. Écoutez, je ne dis pas de ne pas acheter de belles choses. Vous devriez profiter de votre argent. Mais vous amuser pour les autres au détriment de votre avenir? C'est un jeu perdant. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout cela, que ce soit celle-ci. Paraître riche et être riche sont deux choses complètement différentes. Paraître riche est facile. Utiliser une carte de crédit. Financer une voiture. Acheter des vêtements chers. Tout le monde peut le faire. Être riche, c'est à peu près ce qu'on ne voit pas. Si vous vous demandez pourquoi certaines personnes gagnent 6 chiffres et peinent encore à joindre les deux bouts, tandis que d'autres, bien moins bien payés, prennent une retraite anticipée, c'est à cause d'une simple différence. Certaines personnes achètent des choses. D'autres achètent la liberté. La richesse n'est pas votre revenu. La richesse n'est pas votre voiture. La richesse, c'est l'argent que l'on n'a pas dépensé. C'est pourquoi des gens comme Warren Buffett vivent encore dans la maison qu'il a achetée en 1958. Non pas parce qu'il n'a pas les moyens de s'offrir un manoir, mais parce qu'il privilégie la liberté à la liberté. Leçon numéro 5, l'humain avant le chiffre, le rôle des émotions. Cinquièmement, les émotions comptent, soyons clairs. L'argent n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question de sentiments. Et c'est là que la plupart des conseils en finances personnelles passent complètement à côté de l'essentiel. Voyez-vous, beaucoup d'experts parlent d'argent comme si c'était une simple question de mathématiques. Si vous investissez dans X, réduisez X vos dépenses et économisez Z% de vos revenus, vous serez financièrement stable. Mais voici la vérité. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des créatures émotionnelles. Et en matière d'argent, être raisonnable est plus important qu'être parfaitement rationnel. Et oui, bien sûr, c'est techniquement vrai. Mais les gens ne prennent pas leurs décisions financières à partir de feuilles de calcul. Ils les prennent en fonction de leurs émotions. Imaginez que vous investissiez. Quelle est la chose la plus rationnelle à faire? Placer tout votre argent en bourse et ne plus jamais y toucher. Mais que se passe-t-il lorsque le marché s'effondre? Vos émotions prennent le dessus. Vous voyez votre portefeuille chuter de 40% et soudain, ce plan logique ne vous semble plus aussi logique. Vous paniquez, vous vendez. Et félicitations, vous venez d'encaisser vos pertes. C'est pourquoi la plupart des investisseurs échouent, non pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais parce qu'ils ne peuvent pas gérer les émotions qui les accompagnent. Comprenez la différence entre raison et raisonnable. La raison, c'est que cette stratégie d'investissement offre le meilleur rendement sur 50 ans, je m'y tiendrai donc quoi qu'il arrive. Bien que raisonnable, cette stratégie est logique, mais je sais que je paniquerai en cas de crise. Alors je garde un peu d'argent liquide pour me sentir en sécurité. Vous voyez la différence? L'une est parfaite en théorie. L'autre fonctionne dans la réalité. Warren Buffett, sans doute le plus grand investisseur de tous les temps, n'a pas la stratégie la plus rentable. Il n'investit pas dans des actifs à haut risque et à haut rendement comme les crypto-monnaies ou les actions technologiques spéculatives. Pourquoi? Parce qu'il investit de manière à dormir la nuit. Il reste raisonnable, pas seulement rationnel. C'est pourquoi il est toujours dans le milieu après plus de 60 ans. Voici une petite anecdote. J'avais un ami obsédé par la recherche du meilleur investissement. Il passait des heures à faire des recherches sur les actions, à lire tous les livres de finance, à essayer d'optimiser chaque dollar. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Il était tellement dépassé par tous les choix qu'il n'a jamais vraiment investi. Il s'est retrouvé coincé dans une paralysie analytique. Pendant ce temps, un autre ami a simplement placé de l'argent dans un simple fonds indiciel et n'y a plus jamais repensé. Devinez qui a gagné le plus d'argent? Celui qui a réellement fait quelque chose. Trouvez ce qui vous convient. Le meilleur plan financier n'est pas celui qui offre le meilleur rendement sur le papier. C'est celui que vous pouvez réellement suivre. Parce que l'argent n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question d'émotion. Et le meilleur plan financier est celui qui vous permet de vivre en paix. Passez à l'action pour votre avenir financier. Bon, on a déjà vu beaucoup de choses, mais l'information sans action est inutile, et si cette vidéo vous a aidé, faites-vous plaisir. Agissez dès aujourd'hui. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Bonne journée.